3 invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Duré nous accompagne ce soir, chef économiste Europe de Natixis CIB. Bonsoir Alain. Bonsoir Greg. Merci d'être là. Merci à Kevin Tozen de nous accompagner également. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac et Jacques-Henri est à nos côtés, le responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Silex. Bonsoir Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. L'actualité qui nous réunit traditionnellement en cette rentrée, en cette dernière semaine du mois d'août, ce sont les résultats des discours de différents grands banquiers centraux à l'occasion du symposium de Jackson Hole qui se tenait en fin de semaine dernière, organisé par la Fed de Kansas City. Jacques, sans doute, très probablement, le dernier Jackson Hole de Jérôme Powell, en tout cas en tant que président de la Réserve fédérale américaine. Le marché a plutôt applaudi le discours de Jérôme Powell. Il a été lui-même applaudi par la salle à l'occasion de ce discours d'une quarantaine de minutes qui nous dit quoi, Jacques? Que la Fed va pouvoir reprendre à certaines conditions ces baisses de taux et peut-être même dès la prochaine réunion qui se tiendra les 16 et 17 septembre? Alors le discours était très nuancé à l'habitude de Powell. Par contre, le marché attendait peut-être un peu plus, c'est-à-dire que l'année dernière, il avait préannoncé la baisse de taux du mois de septembre. Là, ça n'a pas été le cas. Par contre, il a entrouvert la porte et le marché s'est engouffré dans la brèche. Très clairement. Par contre, il garde aussi toujours ce billet qui va dépendre en fait des données. Il y a 2 données très attendues avant le FOMC. Ouais. Ça sera l'emploi et le chiffre d'inflation. Et donc, il garde en fait les cartes en main pour pouvoir décider en fonction des prochains chiffres qui vont arriver. Mais en tout cas, le marché, il lui fallait juste d'avoir l'option de baisser les taux pour que ça aille beaucoup mieux. L'un et l'autre, le chiffre d'emploi et le chiffre d'inflation, les prochains chiffres qui seront publiés effectivement avant la prochaine réunion de la Fed, ayant la même valeur aujourd'hui dans la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, ou est-ce qu'il y a une attention particulière qui est portée, je pense notamment à l'emploi, puisque c'était d'ailleurs le grand sujet du symposium de Jackson Hole, les marchés du travail face à un certain nombre de transitions démographiques en matière de productivité ou en matière de politique économique. Est-ce que c'est l'emploi aujourd'hui qui guide avant tout la décision à venir de la Réserve fédérale américaine? Alors, dans les précédents discours, il disait que le chiffre principal était là où il y avait le plus d'écart par rapport à la politique, à l'objectif de politique monétaire. Donc là, clairement, il y a eu un mini-pivot. On ne parle pas de pivot, mais il y a eu une forme de mini-pivot pour dire que finalement, l'inflation, finalement, l'écart est peut-être un peu moins fort qu'attendu, mais il y a peut-être un écart qui est en train de se créer au niveau de l'emploi, et donc c'est ce qui permet peut-être de faire une baisse de taux très prochaine. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites chez Silex, Jacques? Vous adhérez à l'idée qu'il y a des fragilités dans le marché du travail américain, dans l'emploi américain, qui peuvent justifier une décision, une reprise des baisses de taux dès la réunion de septembre? Nous, on est un peu plus prudent que le marché. Ouais. Nous, on n'a pas pour l'instant changé notre scénario d'avoir une baisse de taux. Donc, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Donc là, clairement, on considère qu'on reste plus en ligne avec notre scénario plutôt qu'un vrai changement, plutôt que le mini-pivot. On n'a pas joué le mini-pivot. Ah, je comprends. Oui, parce que le marché, comme vous disiez, s'est engouffré dans la porte entrouverte par Powell pour dire il y en aura une en septembre et il y en aura une en décembre. C'est ça l'idée du marché. C'est-à-dire que si on regarde la probabilité de baisse de taux, elle a beaucoup fluctué ces derniers temps. Ouais. Lorsqu'il y a eu des révisions sur les chiffres économiques et puis ensuite des craintes de nouveau sur la croissance, les probas ont beaucoup bougé. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Ouais. Bon, sur les arguments et le rationnel portés par Jérôme Powell, par d'autres membres du FOMC, on a déjà en tête que la présente réunion a vu 2 dissidences au sein des gouverneurs, Bowman et Waller. Kevin, est-ce que le rationnel de Jérôme Powell paraît justifié au regard des données économiques et de la course de l'économie américaine, qui semble quand même ralentir en termes de croissance? Oui, enfin, si je résume le discours et les arguments qui sont mis en avant, c'est que la Réserve fédérale a fait une pause, elle a attendu, et elle ne peut pas attendre éternellement. Et donc, on ouvre cette porte à une possible baisse de taux. Les tarifs sont passés, ça a pris un peu plus de temps que ce qui était anticipé. Maintenant que c'est fait, on continue. Je crois quand même dans son discours, il y avait une forme de biais plutôt accommodant. On va dire, il retrouve peut-être un biais un peu naturel avec lequel on a pu le connaître à ses débuts, parce qu'il nous dit quand même que
le taux d'intérêt actuel, la politique monétaire actuelle, est en territoire restrictif. Modérément restrictif, ouais, mais, c'est ça. Mais quand même restrictif. Ce que ça laisse entendre, c'est que la trajectoire à venir, c'est forcément une baisse de taux. Et c'est vrai que quand on regarde l'économie américaine, on a quand même un taux de chômage qui est 4,15, 4,20, quelque chose comme ça, donc pas loin de ce plus bas qu'il a pu être. Alors, clairement, c'est un facteur qui regarde plutôt dans le rétroviseur que par le pare-brise, mais quand même, ça fait partie de ce double mandat. Et quand on regarde l'autre volet du mandat de la Réserve fédérale, le mandat de l'inflation, on a une inflation qui est juste sous les 3%. Il le dit d'ailleurs lui-même. Hein. Ouais. Il le dit haut et fort que ça fait 4 ans, plus de 4 ans, qu'il passe à côté de son mandat d'inflation. Et quand on regarde les projections de la Réserve fédérale, ça devrait être encore le cas pendant 2 ans. En tout cas, c'est ce qu'ils ont... à l'esprit. Et comment il faut comprendre l'idée de cette baisse de taux qu'il promeut malgré tout, d'une certaine manière. On va dire, si on verse dans des théories, on va dire conspirationnistes, qu'on peut douter. C'était une question que j'avais dans ma liste, bien sûr. On y viendra. Donc, parce que le discours de Powell et l'ouverture à de prochaines baisses de taux coïncident évidemment à une demande explicite, pour ne pas dire plus, de Donald Trump depuis le début de son mandat. Et puis vous parliez de dissidents, il y a a priori, de moins en moins de dissidents au sein du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, et il y en aura de moins en moins dans les mois et les trimestres. Parce que Trump les remplace au fur et à mesure, c'est ça ? On va voir M. Mirren qui va être là, une question sur Madame Cook, Glor est parti, il y aura toute une question sur les directeurs de Réserve fédérale régionaux, parce qu'une fois que... on a le Conseil des gouverneurs acquis à sa cause. On peut remettre en cause ces 7 gouverneurs de réserve fédérale régionaux qui sont à changer tous les ans. Donc ça pourrait être... Donc, là, encore une fois, si on verse dans ces théories-là, ça peut être une explication. L'autre, c'est peut-être aussi qu'il se cale sur, on va dire, le guidage prospectif de la réserve fédérale, le fameux dot plot, ce que nous signale la réserve fédérale américaine, ces 2 baisses de taux cette année, fait ni plus ni moins que nous dire qu'il y en aura au moins une entre maintenant et décembre. Quoi. Ouais. Donc, ça dépend d'où on se passe. Je tends à partager le positionnement et la prudence. D'accord. De vos confrères de Cécile. Plutôt un biais relativement prudent sur les taux américains. Sur la marge de manœuvre et que la Fed aura pour aller assez loin dans son ajustement. Et puis sur le marché dont acte, c'est dans les prix. Donc on se projette, soit les chiffres qu'on aura d'ici mi-septembre seront, on va dire, justifieront pas une baisse de taux, ce qui devrait faire remonter les taux d'intérêt, soit on attend, soit on baisse les taux d'intérêt maintenant avec une inflation à 3%, une inflation, on va dire, cœur dans les services plus élevés, une réaccélération des salaires, et ça peut faire monter les taux d'intérêt à plus long terme, parce que là aussi, M. Powell nous dit que les anticipations d'inflation, elles sont bien ancrées. C'est vrai, si je regarde des instruments obligataires liés au marché d'inflation, si je regarde les enquêtes, c'est quand même beaucoup moins vrai. Ah ouais. Chez Natixis, qu'est-ce que vous en dites, Alain ? Est-ce que les arguments développés par Jérôme Powell, sous-tendant l'idée quand même d'un ajustement, d'une possibilité d'ajustement du réglage de la politique monétaire, est-ce que ces arguments sont audibles, entendables ? Alors, au niveau du discours, je partage le point de vue de Jacques-Henri. On est très prudent également, parce que ce que je trouve paradoxal... C'est pas un done deal, là. Non, septembre, c'est pas un done deal. Mais le marché l'a compris comme ça, et en même temps a passé sous silence ou est passé à côté de la révision du cadre de stratégie de politique monétaire, où le côté quand même dovish a été retiré pour mettre plus l'accent sur les tendances de moyen-long terme. Donc je pense que le marché est peut-être un petit peu trop optimiste pour le mois de septembre. Ouais. Oui, parce que c'était l'autre partie du discours de Jérôme Powell. Alors, on viendra à la question de l'indépendance de la Fed et des banques centrales en général, mais c'était l'occasion, 5 ans après, je crois, la revue stratégique qui avait abouti à la stratégie de ciblage flexible de l'inflation en moyenne, qui prévalait ces dernières années, donc nouvelle revue stratégique et nouveau cadre de stratégie de politique monétaire qui a été rapidement évoqué par Jérôme Powell. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Vous dites que ce cadre peut-être donne une tonalité plus hawkish à la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine demain Hawkish dans le sens où je pense qu'on remet un peu plus sur le pied d'égalité pour les tendances de long terme, l'objectif inflation, emploi. Et emploi maximal. Ouais. Voilà. Et je pense qu'effectivement, avec les données qu'on a aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éléments probants qui puissent permettre d'être convaincu d'une baisse au mois de septembre. Ouais, d'accord. Bon.
On verra ce qu'il en est. Il reste effectivement pas mal de données d'emploi et d'inflation d'ici le FOMC des 16 et 17 septembre sur le sujet de l'indépendance de la Fed et des banques centrales en général. Alain, alors je le dis, vous avez longtemps travaillé au sein du département de politique monétaire, si je ne dis pas de bêtises, d'une grande banque centrale européenne, la nôtre en l'occurrence. Non mais pourquoi les banquiers centraux sont si sensibles à cette question de l'indépendance là aujourd'hui, maintenant? C'est vrai que les attaques de Donald Trump contre la Fed se multiplient, que ce soit la pression pour demander des baisses de taux ou des attaques directes contre des membres du board de la Réserve fédérale américaine. Enfin, d'où provient l'idée que l'indépendance des banques centrales est quelque chose d'important et pourquoi est-ce que les banquiers centraux en charge aujourd'hui semblent y être autant attachés? Alors, historiquement, on a quand même plusieurs épisodes où les banques centrales qui ont finalement suivi plus un objectif de gouvernement que de stabilité des prix ont entraîné une forte inflation avec une instabilité macroéconomique. Donc à court terme, on peut promouvoir l'emploi au détriment de l'inflation, mais on le paye à long terme. Et les deux grands exemples que l'on a dans les pays avancés, c'est évidemment la Federal Reserve après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, qui, bien que par statut était indépendante, a décidé de cibler le taux de rendement des bons du Trésor américain pour donner un peu d'oxygène au gouvernement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un bon moment, la politique du gouvernement n'a pas été acceptée par le marché n'a plus voulu acheter ces bons, et donc la Banque centrale a dû acheter énormément de bons, qui a amené une inflation à plus de 17% en 51. L'autre exemple un peu plus vieux, c'est évidemment ce qui s'est passé avec la Reichsbank au moment après la Première Guerre mondiale, où là aussi, par statut, la Banque centrale était indépendante, mais voyant les instabilités par l'incapacité du gouvernement allemand de racheter, de payer les indemnités de guerre, qui créait de l'instabilité sur le marché d'échange et sur le marché obligataire, elle-même a aussi voulu aider le gouvernement, et ça s'est traduit par une hyperinflation. Pourquoi aujourd'hui, la grosse crainte des banquiers centraux aujourd'hui, c'est que s'ils perdent cette indépendance-là, ils ont peur que les gouvernements demandent de monétiser leur dette. Et monétiser la dette, à moyen et long terme, ça crée de l'instabilité macroéconomique et une forte inflation qu'on n'est pas sûr de pouvoir contrôler. Ce serait le basculement dans un monde de... Alors, les Américains ou les Anglo-Saxons disent dominance fiscale, mais on traduit toujours mal le terme fiscal. C'est dominance budgétaire. Oui. Mais en fait, il y a trois types d'indépendance. Il y a l'indépendance institutionnelle, donc les statuts, est-ce qu'ils sont protégés par la loi ou pas. L'indépendance opérationnelle et l'indépendance financière. L'indépendance opérationnelle, c'est en fait l'influence du gouvernement sur la prise de décision, et donc c'est ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de remplacer les personnes qui prennent la décision pour qu'ils prennent des décisions en faveur du gouvernement. Et c'est une ligne de crête, cette indépendance opérationnelle, Alain, dans un monde où les niveaux d'endettement public, alors on peut rentrer dans le détail, mais ont globalement quand même explosé depuis ces dernières années, depuis la crise Covid. Le mandat des banques centrales, c'est aussi la stabilité du système financier, derrière la stabilité des prix ou l'emploi maximum pour la Réserve fédérale américaine. Ce niveau d'endettement, il pèse comme une responsabilité supplémentaire pour les banques centrales, pour les banquiers centraux aujourd'hui? Ah oui, tout à fait, puisque, comme je le disais dans l'exemple des années 50 de la Federal Reserve, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on avait une instabilité financière et la Banque centrale s'est dit, je vais temporairement essayer de stabiliser le système. Et on a eu en face un gouvernement qui n'était pas coopératif, qui a continué à dépenser davantage, et ce qui a forcé la Banque centrale à finalement renoncer à son objectif de stabilité des prix. Donc c'est le gros risque aujourd'hui. C'est ça. Et donc elle a dû se substituer derrière, c'est ce que vous disiez, à tous les autres acheteurs pour permettre ce financement de l'État. De l'indépendance des banques centrales, pourquoi c'est important, Jacques? Et est-ce qu'on est effectivement dans un moment un peu critique? Jérôme Powell est en première ligne sous les attaques permanentes de l'administration Trump. Est-ce que déjà le marché a perçu un affaiblissement de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, ou est-ce qu'on en discute dans les cercles réservés à ce genre de discussion aujourd'hui? Je pense qu'on est toujours sur une ligne de crête, et je veux faire peut-être un parallèle avec le Japon. Moi, j'ai commencé à couvrir le Japon lorsque Abe est arrivé au pouvoir,
Et il y avait tout ce débat, est-ce que la Banque centrale est indépendante ou pas, qu'on vient d'avoir très brièvement lorsqu'on s'est rencontrés juste avant l'émission. Et en fait, j'ai le souvenir d'une présentation de quelqu'un qui avait inspiré Abenomics, qui était Etsuro Honda, qui faisait partie des inspirateurs de la politique, qui faisait une conférence pour présenter la politique. Et il y a bien sûr cette question qui arrive, alors, est-ce que la Banque centrale est indépendante ou pas ? Et là, alors que c'est un Japonais, normalement, il ne laisse rien paraître. Et là, grand sourire, il dit « La Banque centrale est indépendante, mais on se parle. » Voilà. Et je pense que cette ligne de crête, elle se situe justement là. Il y avait toujours un dialogue. On savait très bien que finalement, la politique d'Abe ne pouvait fonctionner qu'avec le soutien indéfectible de la Banque centrale. Et que cette Banque centrale a soutenu ça suffisamment longtemps, puisque c'est encore le cas plus ou moins aujourd'hui. C'est peut-être moins vrai maintenant, mais en tout cas, Abe n'est plus là, mais l'héritage d'Abe est encore là. Et aujourd'hui, on peut dire que autant c'était très policé avec la Banque centrale japonaise, autant c'est vraiment pas très courtois avec la Réserve fédérale américaine. C'est plus grossier, oui. Et donc, c'est vrai que ça inquiète un peu plus les marchés. Donc la manière de faire est quand même importante. La manière de faire se parler d'accord, s'invectiver ou en tout cas s'envoyer des jurons à la figure, parce que c'est ce que fait Donald Trump vis-à-vis d'un certain nombre de membres de la Fed. Et c'est unilatéral en plus. Ça ne va que dans un sens. Donc c'est pas très courtois. Mais par contre, ça participe à ce qui avait été aussi réalisé par Abe à l'époque, c'est que le yen s'est affaibli. Un yen plus faible a permis de relancer les marchés. Et le Japon vit encore un petit peu de ça aujourd'hui. Alors, d'une certaine façon, Donald Trump, à part quelques insultes, n'a rien dépensé pour faire baisser le dollar. Est-ce que c'est un succès ? Discutable. En tout cas, sur la forme, c'est assez discutable, c'est certain. Bon, mais la Fed, enfin même d'ailleurs la Banque du Japon, vous considérez que c'était une banque centrale indépendante ? Sur le papier, par rapport aux critères qui ont été définis, oui. Par contre, il y avait une vraie volonté politique et monétaire d'arriver à quelque chose. Et donc, il a nommé le gouverneur qui a mené à bien sa politique. Et après, il y a eu une forme de continuité pour que les gouverneurs ne changent pas tout du jour au lendemain. Il n'y a pas eu, là pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y a eu un pivot brutal de la Banque du Japon. Et le marché a plutôt salué ça. Globalement, le marché japonais s'est plutôt mieux comporté depuis Abenomics qu'avant. Sur l'indépendance de la Fed, est-ce que ça reste quelque chose de crédible aux yeux des investisseurs ? Et s'il faut se préparer quand même à une plus grande politisation des décisions de politique monétaire, pour la Fed, mais peut-être pour d'autres banques centrales, qu'est-ce que ça implique sur les marchés, Kevin ? Alors, pour les marchés, je crois que ça implique un dollar plus bas et donc des primes de terme, si tu utilises du jargon plus élevé, en gros des rendements obligataires à plus long terme plus élevés, c'est-à-dire que en gros, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter une obligation avec une maturité 10 ans, 30 ans, avec autant d'incertitudes, tant sur le volet budgétaire que monétaire, sans doute de moins en moins. Donc ça, c'est sur la réaction de marché. Sur la politisation de la Réserve fédérale, on voit quand même une forme de magaïsation de ses membres. La nomination d'un proche conseiller économique de M. Trump. Exactement, M. Biden, qui, dans un de ses écrits, qui fait référence, en tout cas, un de ses écrits récents, ne se cache pas du fait que les membres de la Réserve fédérale américaine doivent pouvoir être nommés et dénommés par le président américain. Et c'est assez... Lui-même dénonçait il y a un an de ça la politisation des décisions de la Réserve fédérale américaine qui, à l'époque, baissait ses taux. Il y a que les qui ne changent pas d'avis. C'est la vie politique. Exactement. mais donc ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que quand on regarde, ça me vient à regarder sur des sites... paris en ligne, tokenisation en ligne, sur quels pourront être les prochains présidents de la Réserve fédérale américaine, parce qu'il y a quand même ça qui se joue à horizon 2026, on retombe à peu près sur une moyenne pondérée, donc une probabilité de plus de 50% de voir un candidat, non pas acquis à la cause de Trump, mais acquis à la plateforme MAGA, être directeur de la Réserve fédérale américaine, que ce soit un des deux Kevin ou un stratégiste Jeffries, qui certains dénommeront... Kevin Warsh et Kevin Haas. Exactement. Les deux Kevin. Monsieur Zervos, qui, si j'ai envie d'en plaisanter, ressemble parfois à un hippie fatigué. Ça arrive, c'est très bien. Je ne juge pas de sa qualité économique. Mais enfin, voilà. Donc ça c'est une possible réalité. Et oui, c'est des enjeux extrêmement importants dans la confiance dans le système. Ça se retrouvera, ou ça se retrouve en partie dans le dollar et dans les primes de terme, dans les primes de risque du marché. Donc voilà. Et ça ne résout pas tout. C'est-à-dire que là aussi,
parle il y a eu des baisses de taux de politique monétaire de l'ordre de 1% qui ont commencé il y a à peu près un an. Si vous regardez les prêts hypothécaires américains à horizon 30 ans, ils ne sont pas bougés par rapport à septembre de l'année dernière. Donc là aussi, ça ne résout pas tout. Si on en vient à l'Europe, dans ce contexte, Alain, alors ça a été aussi un des marqueurs de l'été, la signature, ou en tout cas la conclusion d'un certain nombre de compromis commerciaux entre les États-Unis et leurs partenaires, tous les partenaires n'étant pas logés à la même enseigne. Si on regarde effectivement ce cadre commercial, j'ose même pas appeler ça un accord commercial, mais un compromis commercial entre les États-Unis et l'Europe, qu'est-ce qu'il en ressort et quels peuvent être les impacts sur la conjoncture ou l'économie européenne dans son ensemble, sachant que Christine Lagarde, qui en évoquait le sujet la semaine dernière, indiquait que finalement les termes de l'accord trouvé avec l'administration Trump correspondaient peu ou prou au scénario central de la Banque Centrale Européenne. Voilà, donc en gros, la Banque Centrale Européenne avait trois scénarios et l'état actuel des accords, mais encore beaucoup de précisions doivent arriver, mais on est probablement dans un scénario entre le scénario central et le scénario qui considérait sévère, qui était un scénario avec des tarifs à 20%, une réaction de la part de l'Europe. Donc pour le moment, effectivement, on a un marché du travail qui se maintient bien. À part l'Allemagne, on a quand même relativement des bonnes surprises sur le plan de l'activité économique pour la plupart des pays. Donc il faut voir effectivement l'impact que ça aura sur la décision de la politique monétaire. D'ailleurs, le marché ne price plus rien avant au moins un an. Donc on est vraiment dans le wait and watch ou le wait and see décrété en juillet à l'occasion de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce qui a été dit précédemment, c'est que sauf si on part sur un scénario où le président Trump peut remplacer tous les membres du FOMC, il y a un vrai risque pour l'indépendance opérationnelle. Maintenant, il faut savoir aussi que dans les discussions du FOMC, on a d'abord vraiment trois personnes qui run the show, comme on dit. C'est le président, le vice-président et le président de la Fed de New York, simplement parce qu'ils ont plus d'informations que les autres membres. Sinon, c'est un homme, une voix. Donc, la dynamique peut également... la personne très en faveur du financement monétaire peut être très isolée. Sauf que dans le cas des États-Unis, elle peut plus manipuler la discussion puisqu'elle a plus d'informations. Tant que ce noyau dur tient, autour de trois personnes clés du board, vous dites... il y a quand même une forme d'indépendance qui est présente. Oui, donc, comme le disait Kevin, c'est que si on remplace le président, le chairman, il a un pouvoir d'influence sur tout le monde. Mais voilà, dans quelle mesure les présidents, notamment des Federal Reserve régionales, se laisseront faire à mon avis, un président du FOMC qui serait en minorité, ce serait compliqué, j'imagine. Je pense que pour la crédibilité de la Banque centrale. On est d'accord. On est d'accord. Sur l'Europe, oui, je veux bien revenir quand même au compromis commercial. Enfin, quand Christine Lagarde nous dit c'est un scénario, c'est proche du scénario central, ce qu'on avait en tête, ça veut dire quoi ? C'est sur le plan macroéconomique, c'est un choc. Alors, comment vous le voyez ? C'est un choc de demande négatif pour des entreprises européennes exportatrices vers les États-Unis. C'est un choc absorbable. C'est un choc qui se cumule aussi à l'appréciation de l'euro contre le dollar et de l'euro, du taux de change effectif de l'euro même, Alain. Donc est-ce que tout ça est gérable ou est-ce qu'il y a un risque effectivement d'un fort amoindrissement de la croissance devant nous là ? Alors c'est un élément important, c'est que si on regarde l'inflation dans la zone euro, si pour le reste de l'année, le niveau des prix reste figé à son niveau de juillet, on termine l'année à 1,6% pour l'inflation, donc largement en dessous de la cible. Si vous rajoutez à ça une augmentation de 10% du taux de change effectif, pas seulement euro-dollar, mais vis-à-vis de toutes les devises des partenaires commerciaux, si on a une augmentation de 10%, on retire encore 0,2%. Donc on est à 1,4. Bon, bah, moins de 1,5. Voilà. Donc je pense que ça va se jouer avec le chiffre d'activité que l'on aura pour le mois d'août et le chiffre d'inflation, de manière à pouvoir dire s'il y a encore une fenêtre de baisse. J'entends. Oui, c'est ça. Dans l'esprit de beaucoup de gouverneurs, je pense qu'ils ne veulent pas revenir à une situation comme la Banque nationale suisse à zéro ou en négatif. Donc ils veulent garder une marge de manœuvre si on a un choc extrêmement négatif. Les accords aujourd'hui ne permettent pas de dire qu'on aura
C'est un accord négatif pour la croissance, mais pas autant qu'on que ce qu'on imagine, que ce qu'on craint, que ce qu'on pouvait craindre. J'entends. Bon, on verra, effectivement, parce que là, pour le coup, la BCE n'a qu'un seul mandat, je parle sous votre contrôle, Alain, mais plus on s'éloigne quand même de la cible d'inflation, et certains pays sont déjà très en dessous, plus c'est compliqué de rester immobile, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les prévisions actuelles de la Banque Centrale Européenne, elle prévoit une inflation moyenne sur l'année 2026 à 1,6%. Oui, c'est ça. Donc alors, on peut dire qu'il y a des effets d'échelle qui se corrigent. Oui, après les 2-3 années d'inflation excessive, peut-être que c'est le bienvenu, mais ça nous éloigne un peu de l'objectif. Tout à fait. Ah ouais. Sur la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que vous dites, Jacques? Est-ce qu'il y a encore la place, effectivement, pour voir la BCE agir? D'autant plus, j'ai envie de dire, si la Réserve fédérale américaine aussi, à un moment, se met à sortir de sa pause. Est-ce qu'il y a encore de la place? On est à 2%, je crois, pour le taux de dépôt aujourd'hui en zone euro, là. Alors pour l'instant, je pense qu'on va rester un peu sur ce scénario de pause. Ouais. Les indicateurs économiques sont pas si mauvais pour l'instant. Donc les indicateurs issus des enquêtes sont plutôt bons. Et donc il n'y a pas urgence en fait. Il n'y a plus urgence. Et il y a plutôt une relance. Un chapitre est clos, hein, c'est un peu ce que nous disait Christina Gardiel. Et je pense qu'on adhère à cette théorie, en fait, puisque les baisses de taux se sont plutôt traduites par une reprise de l'activité, puisque l'activité européenne est globalement plus sensible à la politique monétaire. Les entreprises sont naturellement un petit peu plus endettées. Et donc ça, c'est vrai que ça participe en fait à avoir une petite reprise qui n'est pas très vigoureuse. Et finalement, alors les droits de douane, on aurait espéré mieux, évidemment. Et clairement, le premier mandat de Trump, il y avait un seul coupable, c'était la Chine. Là, maintenant, le monde entier est coupable. Donc, avant la Chine, oui. Voilà. donc, ça fait que finalement, le monde entier doit payer. Donc, en relatif, c'est plus la Chine qui s'en est mieux sortie que les autres. Parce que les attentes étaient particulièrement négative sur le marché chinois. Mais globalement, économiquement, c'est à peu près absorbable, même si déontologiquement, est-ce que c'est sain de faire payer le déficit budgétaire par les autres pays? C'est discutable, mais en tout cas, c'est clairement ce qui est affiché, et sans beaucoup de maquillage. Et petite parenthèse d'ailleurs sur cet aspect-là, ça va faire rentrer quand même quelques centaines de milliards de dollars cette année dans les caisses de l'État fédéral américain. Est-ce que ça enlève au moins une partie des inquiétudes que le marché pouvait avoir sur la question du déficit américain, par exemple? Alors, ça aide un peu. Par contre, on est quand même dans une phase de croissance depuis plusieurs années, depuis la reprise après le Covid, et on tourne avec un déficit qui tourne autour de 6-7%. Et il y aurait une dizaine de historique pourcents. En période de croissance, voilà. D'expansion. Il y aurait une dizaine de pourcents qui sera à peu près payés par le reste du monde. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? Pour l'instant, le marché joue aussi le fait que il y a quand même plus de croissance structurelle un peu aux États-Unis, et puis il y a des poches de compétitivité qui ne sont qu'aux États-Unis. Voilà. Et oui, il n'y a pas le comparable ailleurs dans le monde, en tout cas pas en Europe. Juste encore un mot de l'Europe, Alain, sur l'Allemagne. Alors, autant la France a plutôt agréablement surpris sur les chiffres du T2, plus 0,3% de mémoire pour la France, autant l'Allemagne, alors pour le coup, a vu un chiffre révisé. J'explique généralement que les chiffres allemands sont plutôt révisés à la hausse. C'est que souvent la première lecture statistique en Allemagne est assez négative et qu'ensuite on révise plutôt les chiffres à la hausse. Là, la deuxième lecture du PIB allemand a été quand même sacrément plus négative que la première, à moins 0,3%. Oui. À quand une vraie reprise en Allemagne, avec tout ce qui est censé arriver et la politique de l'offre, de soutien aussi peut-être à la demande qui doit se mettre en place? Alors, le moins 0,3 est aussi en grande partie le contre-coup de tout l'avancement des commandes à l'exportation de la part les phénomènes d'anticipation qu'il y a eu en début d'année. Phénomènes d'anticipation. Donc ça, c'est un phénomène assez important, puisque l'Allemagne est plus exposée aux États-Unis que le reste des pays de la zone euro. Dans le même temps, il faut relativiser aussi les chiffres de croissance d'autres pays comme la France, parce que l'essentiel vient d'une constitution de stock. Alors, il y a le phénomène Airbus, très probablement, mais derrière ça, il y a quand même un restockage involontaire qui va peser probablement sur la croissance des deux prochains... Hors stock, on n'est pas à plus 0,3 croissance, voilà. C'est ça. Exactement. Ouais. Et donc, nous, on prévoit une reprise de l'Allemagne via son investissement et son plan budgétaire
à horizon 2026, puisque là, pour des investissements lourds, notamment dans la défense, l'année est finie. On n'aura pas eu le temps de les implémenter en 2025. Et donc, potentiellement, on a quand même pratiquement un point de PIB par an jusqu'en 2029 qui viendrait de ces investissements budgétaires. Donc, l'Allemagne, c'est un vrai game changer. Maintenant, tout n'est pas garanti parce qu'ils ne sont pas d'accord à comment aménager le frein à la dette. Et donc, la discussion du budget 2027 sera particulièrement difficile entre ceux qui veulent vraiment laisser filer la dette et d'autres qui disent non, on fait ce plan d'investissement pour la défense, mais en contrepartie, on règle le problème par consolidation de la dette sociale, donc sécurité sociale, et par des hausses d'impôts. Si l'Allemagne a évidemment de l'espace fiscal et budgétaire pour dépenser, pour émettre de la nouvelle dette, etc., ce n'est pas forcément le cas d'autres pays en Europe. La France, mais pas uniquement la France d'ailleurs, Alain, comment tout ça se matérialise dans des discussions stratégiques au plus haut niveau sur des programmes d'investissement, que ce soit pour la transition énergétique, le verdissement toujours, ou la politique de défense européenne. Ça va créer, j'imagine, un climat de discussion, ça crée d'ailleurs déjà un climat de discussion qui est compliqué sans doute, mais fragmenté, fracturé, j'imagine. Oui, tout à fait. Si on se remet 2 ans en arrière, on avait le camp qu'on appelait les frugaux, qui étaient en fait les pays plutôt du Nord, vertueux fiscalement parlant. J'appelais ça la zone marque, moi. La zone marque, voilà. Ou les pays satellites de l'Allemagne, avec l'Allemagne qui, justement, faisait remarquer aux autres pays plus endettés que c'était pas nécessaire d'avoir un budget européen tant que tout le monde ne convergeait pas au niveau des finances publiques. Paradoxalement, aujourd'hui, je pense que le fait que l'Allemagne doit s'endetter, que par vieillissement de population, l'Autriche et les Pays-Bas vont aussi avoir une dette qui augmente, je pense que justement, il y aura probablement plus d'attention et une position historiquement dure. Les faucons budgétaires, c'est des positions qui pourraient s'assouplir sous l'effet de phénomènes démographiques ou autres. Et avoir un peu plus d'appétence pour des vrais programmes européens de long terme. Bon. C'était un nouvel appel réitéré par Mario Draghi dans un discours qu'on peut retrouver d'ailleurs en français, pour ceux qui ne liraient ni l'italien ni l'anglais. Discours prononcé à Rimini la semaine dernière, le 22 août dernier. Je vous recommande d'ailleurs la traduction faite par le Grand Continent. Sur le site du Grand Continent, vous retrouvez ce nouveau discours de Mario Draghi, qui apporte pas grand-chose de plus par rapport à ce qu'il nous dit déjà depuis un an. Commentaire, si vous le souhaitez, Kevin. Et puis venons-en aux enjeux de marché. Mais tiens, d'ailleurs, sur l'Europe, c'est la convergence des spreads. Je parle des spreads souverains. Est-ce que ça doit être perçu comme une bonne chose au final? On a un biais très franco-français quand on regarde le spread, mais pour le reste, dans son ensemble, on a l'impression que le pack, l'équipe, se retrouve un peu plus soudée qu'il y a quelques années. Il y a 2 façons de voir. Si je me situe dans la zone marque, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On a des taux allemands qui remontent, c'est terrible. C'est la faillite qui nous guette. Ça veut quand même dire plus de croissance in fine. On va pas on peut dire les choses. Et ça, je crois que c'est quand même donc une vraie bonne nouvelle. Et puis, cette convergence des primes de risque crédit, c'est aussi des pays relativement ou très endettés, plutôt au sud de l'Europe. On pense à l'Espagne, on pense au Portugal, on pense à la Grèce et l'Italie il y a encore quelques années, avec une trajectoire qui est clairement améliorative. Donc, et ça, c'est vrai sur le front de la dette, c'est aussi vrai sur le front de la croissance, parce que la croissance dans le sud de l'Europe, la croissance en Espagne, c'est une vraie reprise. C'est pas un plan européen qui vient aider à faire des super bonus en Italie. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment bien plus pérenne que ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et sur les primes attachées à la dette de l'État français, c'est globalement, vu les circonstances, c'est pas très cher payé. C'est plutôt bienveillant. Exactement. D'accord. Bon, on verra, la séquence politique reprend, s'est-elle jamais arrêtée, je n'en sais rien, mais en tout cas, on rentre à nouveau dans le dur du débat budgétaire en France. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Gardez la parole, Kevin. Rapidement, il nous reste quelques minutes avec Jacques, Henri, bien sûr. Les aspects de marché, après un été que je qualifie un peu de Goldilocks, au moins pour les actifs risqués, actions, crédits, il n'y a pas eu de
pète, il n'y a pas eu de pain, la vol des actions est quand même très basse et du crédit aussi. Bon, est-ce que c'est un environnement sain pour continuer d'investir et prendre du risque? Je ne suis pas sûr que ce soit le Goldilocks comme on l'entend, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu plutôt plus d'inflation. Goldilocks, c'est moins d'inflation et plus de croissance. Là, on a plutôt eu un concours de billes accommodants outre-Atlantique en vue de la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Et par contre, voilà, peut-être des meilleures nouvelles sur le front de la croissance. Je crois que c'est vrai, c'est-à-dire qu'en Europe, par les baisses de taux de politique monétaire, il se voit dans la croissance du crédit. Crédit des entreprises, pas encore, mais le crédit immobilier, il repart réellement en Europe. Les plans allemands, les plans de dépenses en Allemagne, ça veut dire des entreprises qui vont dépenser sur 2026, et ça, a fortiori, ou a priori, avec une baisse de ce qu'on appelle l'incertitude politique, puisque vous savez, les tarifs douaniers... c'est fait. C'est fait. Oui. On n'est pas content, mais... c'est le plaidoyer de Ursula von der Leyen aujourd'hui. Il y a un moment, il fallait qu'on y aille. On ne va pas rester avec cette épée de ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle sur le front de la croissance européenne. Aux États-Unis, on a une phase un peu de suspens, mais il y a bien quand même des baisses d'impôts qui vont arriver en 2026, qui devraient voir sur l'exercice fiscal comptable américain, donc plutôt à partir du printemps. Dire, tout le mouvement qu'on a commenté sur $1 plus bas, des primes de risque qui se renchérissent, des marchés d'actions sur des plus hauts, $1 qui s'affaiblit, des primes crédits, ça veut dire un assouplissement des conditions financières. Et ça vient... Ça pousse les actifs risqués. Exactement, et puis ça vient aider la croissance économique. La croissance économique. Donc on ne peut pas être trop en face de ce genre de mouvement. Donc dans ce cadre-là, c'est quand même plutôt un environnement qui est prône à la prise de risque, en tout cas avoir une forme d'exposition relativement importante au marché d'actions. Dans les fonds comme on les gère chez nous, comme Carmignac Patrimoine, on a à peu près 40% d'exposition nette au marché d'actions, on peut aller jusqu'à 50%. Donc on est quand même plutôt exposé. Ce ne sera pas le débat, là, parce qu'il nous reste quelques minutes et je veux passer la parole à Jacques, mais sur la tech US, qu'est-ce que vous dites? Ça a été le débat, là. Alors, on verra ce que Nvidia nous apporte comme information. Bon, si on est dans un cycle de bulle, à quel stade est-ce qu'on en est de la formation d'une bulle? Et c'est la vie des marchés, aussi, les cycles. Oui, mais là aussi, c'est-à-dire que les baisses de taux de politique monétaire, alors oui, il y a un moment où ça vient faire remonter la température sous la marmite, mais ça vient quand même aider les valorisations, ça vient quand même aider les entreprises qui ont des problématiques d'investissement à long terme, et c'est le cas de ces grands groupes du secteur technologique, qui sont rentables, faut pas l'oublier. C'est des grands groupes technologiques aujourd'hui, Microsoft aujourd'hui, Amazon aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 20 ans de ça. Ça a beaucoup plus d'actifs, c'est moins un actif sensible au mouvement de... Donc c'est pas illégitime qu'on retrouve ces groupes aujourd'hui à ce niveau de prix ou de valorisation. Et ça me semble compliqué de voir des marchés d'actions dans leur ensemble, donc un élargissement des moteurs de performance des marchés d'actions, sans que ça se fasse avec les grandes valeurs technologiques américaines. D'accord. Donc il faut qu'elles tiennent et que la performance du marché s'élargisse. Parce que sinon, cet environnement-là, cette hausse des marchés, là aussi, c'était porté par ce qu'on appelle le FOMO, et cette appétence très forte pour les actifs en général des investisseurs particuliers. Si ces valeurs favorites ne tiennent pas, ça ne tiendra pas. Jacques, la logique d'investissement ou d'allocation d'actifs qui vous anime en cette rentrée chez Silex? Vous savez qu'on a un billet tech et vous avez souvent reçu Thibault. Il ne viendra pas pour les résultats d'NVIDIA ce mois-ci, mais il sera là sur la prochaine trimestrielle. Donc clairement, la tech, c'est ce qui pousse les actions américaines. Par contre, c'est aussi ce qui a permis d'avoir des profits qui accélèrent. Les dernières publications de résultats ont permis d'avoir les profits qui ont vraiment accéléré. Les préannonces ont été très bonnes, surtout sur la tech. Donc, il y a toujours un engouement qui est toujours là. Par contre, on rentre aussi un peu dans une zone à risque, c'est-à-dire qu'on est revenu en fait sur la prime de l'exceptionnalisme américain qu'on avait après l'élection de Trump. Donc, donc, si on enlève les biais sectoriels, on est revenu sur cette prime-là. Les volatilités sont basses sur les taux. Les spreads de crédit à yield sont au plancher. La vol action, le VIX, est revenu sur son régime bas sous les 15. Donc, ça veut dire que... et les valorisations actions sont hautes. Donc, ça veut dire que si on a un grain de sable, ça peut changer. Donc, nous, sur ces niveaux-là de vol, ça peut être intéressant de commencer à protéger. Un peu, à se couvrir un petit peu. Les portefeuilles. Ce qu'on fait d'habitude avant l'été, mais qu'on peut faire pour une fois après l'été. Après des couvertures abaissées. Donc, moment d'en mettre peut-être un petit peu dans les portefeuilles. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jacques Henry, le responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Silex, Alain Duré, le chef économiste Europe de Natixis CIB, et Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, nous accompagnaient ce soir.